Selon les Oungans, le rituel se fait par le réveil se fait par des procédés magiques. Bon. Mais ils ont toujours refusé de nous révéler ces procédés-là. Sauf que la marque a cru comprendre que derrière les procédés magiques étaient dissimulés des procédés bien naturels. Bon, comme par exemple le fait que on donnait une drogue à la personne pour la faire sortir de sa léthargie de la mort apparente, et puis pouvoir la permettre de reprendre ses activités tout en maintenant en état second. Parce qu'on a l'impression que l'individu, du moins ceux qu'on a examinés, n'ont jamais récupéré tout à fait leur état antérieur. Il y a tout un pan de la mémoire qui a disparu. Et ils n'étaient pas comme les autres. À un certain moment, je me rappelle, on a fait expérience et avec une d'elles, qui s'appelait Tifam. Je l'ai amenée dans un petit marché public, pas loin de la clinique, là, dans la montagne. Et puis, j'étais accompagné d'une infirmière, d'un infirmier, 2 ou 3 autres personnes. On voulait voir comment elle allait se comporter, non pas dans le cadre de l'hôpital, mais dans la communauté, dans une activité typique en Haïti, le marché à ciel ouvert, le marché public. Alors on est arrivé et puis on lui a donné un petit peu d'argent pour qu'elle aille faire son marché. Et on la suivait là, avec la caméra et tout a été filmé. Là. Et les gens, tout de suite, ont compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Alors, surtout quand elle a commencé à parler, à dire combien ça. Alors, il y a une dame qui a alerté les autres, qui a dit ça, c'est pas mon fou, non? C'est-à-dire, c'est pas une patiente, c'est pas quelqu'un de malade mental. Parce qu'il savait là, qu'on venait du centre de psychiatrie et qu'on testait la resocialisation de la personne, sa capacité de pouvoir se réinsérer dans les circuits. Elle dit, ça, c'est pas une malade mentale. Elle dit, ça, c'est une zombie. Elle dit, en d'autres termes, et les gens ont commencé à faire cercle autour de nous et à dire, elle ne parle pas comme nous. Il y a ce qu'ils appellent un petit ton zombie en Haïti. Après chaque réponse, elle ajoute oui ou non. Et, par exemple, est-ce que tu as été à tel endroit? Oui, t'es allé. Est-ce que tu as fait telle chose, etc. Non, c'est pas moi. Bon. Alors, on commence toujours par oui ou non. Bon. Et alors, les échanges étaient brefs, mais suffisamment clairs pour que les gens perçoivent le petit ton nasillard typique, disent-ils, les zombies, qu'ils appellent le petit ton zombie, un petit ton nasillard. Comme quoi, c'est
ça rappelle un génie de la mort, ce qu'on appelle en Haïti les guédés. Les gens qui sont possédés par les lois, par le génie de la mort, les lois guédées, généralement, ils se mettent des choses dans le nez, ils s'habillent tout de blanc, ils deviennent le personnage de la mort, et ils parlent un peu comme ça. Et les zombies ont la réputation de parler sur ce ton-là, le petit ton zombie. Et alors, quand on disait Tifam, est-ce que tu as fait telle chose? Il dit non, c'est pas moi, non. Et on n'a pas insisté. Parce qu'on sentait qu'on était près de l'émeute. Et on s'est dit, on va rentrer. Ça suffit, là, c'est assez, chose comme ça. En d'autres termes, la foule n'a pas marché. Elle a lu dans notre jeu, et puis a compris que cette patiente-là, celle qu'on prétendait vouloir faire passer pour une patiente, en réalité n'était pas une patiente ordinaire. C'était d'un autre ordre. Mais, alors c'est pour ça que j'ai parlé de cette drogue qu'on leur donnait et qui leur maintenait un état second, un état zombie. C'était une drogue antagoniste qui permettait de combattre l'effet de la première drogue qui avait provoqué la léthargie de la mort, mais en même temps qui permettait qui entretenait d'une certaine manière l'état de zombie et qui conférait à la personne une personnalité particulière. Tout cela qui a attiré l'attention du Dr. Nathan Klein et de son équipe. Quand ils sont revenus en Haïti, cette fois-ci, c'était pas pour... D'accord, l'expérience au centre Mars & Klein continuait, mais parallèlement à cela, l'équipe de Klein était intéressée à connaître avec plus de précision la nature de ces drogues qu'on soupçonnait être à l'origine de l'état de zombie. Et la MAC a fait un bon bout de chemin avec l'équipe. On soumettait les échantillons et finalement on a abouti à la découverte des principes actifs de cette drogue-là. Et je pense que ça a été une percée de ce côté-là. Maintenant, la nouvelle n'est pas restée en Haïti, la nouvelle a fait beaucoup de bruit. Et à un certain moment, j'ai reçu une invitation du Brésil. Et les gens, au Brésil, ils faisaient un congrès sur la psychotransthérapie. Le nom a l'air savant. Mais en réalité, il voulait dire par là la thérapie par la transe. Dans ce temps-là, La Passade venait d'écrire un livre sur la question. Lui aussi avait séjourné en Afrique, de même que Bastide et d'autres. Et à un certain moment, on avait réuni suffisamment de données sur la transe et la possession, et la psychiatrie était intéressée à savoir est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces techniques-là dans le cadre de la psychiatrie traditionnelle. On était au courant aussi de ce qui s'était passé en Afrique avec Colomb, et on voulait intégrer tout cela. Alors ils ont fait un congrès qui portait sur la psychotransthérapie. Il y avait une forte délégation de McGill qui était là, avec Dr. Prince, Dr. Sargent était là aussi. Il y avait une grosse délégation européenne, je me rappelle. Et ce qui était original, c'est que c'était un congrès qui a duré une semaine où
mêlait à la fois enseignement théorique, démonstration sur place et application le soir. Je m'explique. Je veux dire par là que la journée, il y avait quelqu'un, grand maître, c'était un avocat bon, qui nous recevait, qui était le président des séances. Il nous recevait. Ça se déroulait très bien, chacun présentait son petit laïus. Moi-même, on m'avait demandé de parler de mes expériences dans le cadre du vaudou en Haïti. Et puis après, il y avait des démonstrations où les gens tombaient en transe, mais les Brésiliens. Il y avait des Européens, il y avait des Blancs qui simulaient un peu, mais en réalité, là, on a découvert que les Brésiliens avaient une facilité à tomber en transe qui n'était pas accessible à n'importe qui. Les Blancs s'efforçaient de tomber en transe, mais du côté des Brésiliens, c'était naturel. Et alors, en plein jour, dans la salle de délibération, on provoquait des transes. Puis, ça rappelait beaucoup ce qui se passe, je pense que c'est au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on ne rappelle pas trop, les derviches tourneurs. Alors la technique consistait surtout à commencer par le tambour, les chants, ça s'animait un peu, et les gens tournaient sur eux-mêmes de plus en plus vite. Et c'est une technique un peu hypnotique aussi. Et à un certain moment, il y en a qui tombaient. Ceux qui étaient prédisposés à la transe tombaient. Bon, il y en a d'autres qui faisaient semblant. Mais il y avait des transes authentiques. Et on les traitait à la brésilienne. Alors, c'est pas comme en Haïti, c'était différent. Le soir, on allait à des cérémonies de macumba et de candomblé, et à la périphérie de Rio. Et c'était intéressant parce que celui qui nous recevait le matin comme maître de cérémonie, c'est un professionnel, c'est le même qu'on rencontrait le soir, mais cette fois-ci habillé en Ongan. Un grand prêtre là, de la Macumba et au Candomblé, et il nous recevait, et à un certain moment, c'était plus un jeu, là. Il tombait en transe, il faisait là une bonne transe, et là, nous, les invités, on ne savait pas comment se conduire, là, etc. Et je me rappelle, il passait là, et il vaporisait un genre de produit, je ne sais pas lequel, là, sur l'assistance au milieu de laquelle je me trouvais. Il y a des gens qui tombaient en transe autour de moi. Et moi, il faisait semblant de passer ma main sur mon visage, comme quoi il était saoulé. C'était pour lui faire plaisir un peu. Ma réalité, il était bien lucide, et bien conscient de ce qui se passait. Et les Français filmaient, là, c'est tout intéressant. Il y avait des parties intéressantes. Par exemple, il y avait beaucoup d'adolescents qui tombaient en transe. Il y avait des femmes qui faisaient aussi des traitements de groupe, qui fumaient, là. Et tout le monde était habillé en blanc. Mais ce qui était particulier, c'est que j'essayais de comparer la macumba et le vaudou haïtien, et ce que j'ai vu en Afrique. Et j'ai trouvé que
au Brésil, c'était plus riche, plus orné, plus sophistiqué. Quand, par exemple, une petite adolescente tombait en crise, bon, tout de suite on arrêtait la cérémonie. En Haïti, on continue. Au Brésil, on continue. La cérémonie continue sans la personne qui tombe en transe. On enlève la personne, on l'amène dans une chambre spéciale. Et ça prend à peu près 20-25 minutes. Et au bout de ce temps-là, on la ressort. Mais alors là, c'est une personne ordinaire qui est entrée dans la cabane, mais c'est une reine qui en ressort. Et alors c'est quelqu'un avec tout son attirail là, de souveraine, habillé de manière spectaculaire, avec des bijoux partout, des colliers, tout scintillait. Et les Brésiliens font ce que j'ai eu, font des crises très calmes. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont initiés. Parce qu'en Haïti, c'est les gens initiés qui parviennent à se... Il y a deux types de crises. Là. Quand on commence la crise de possession, on est saisi généralement par le roi que les Haïtiens appellent un roi bossal ou sauvage. Et la crise est extrêmement agitée. Et alors c'est là que la manière dont les Haïtiens expliquent ça, c'est qu'il y a plusieurs esprits qui, au début, vous aiment pour une raison quelconque, là, et vous voudraient venir danser dans votre tête. Alors, ça introduit un genre de désordre au sein de la personnalité, et il faut que la personne choisisse, parmi ces esprits, lequel lui sied le mieux. Alors, c'est ce qu'on appelle la cérémonie du lave-tête, où on initie la personne et la personne est amenée à choisir un roi ou un esprit maître-tête, c'est-à-dire l'esprit qui, de manière privilégiée, va vous posséder. Et quand on tombe, généralement, c'est parce que cet esprit-là vous chevauche, comme un cavalier chevauche sa monture. Parce que dans le vaudou, on parle beaucoup en termes équestres. Alors, j'étais intéressé à comparer tous ces éléments-là, à ce qui se passe au Brésil, etc. J'étais très attentif. Et c'est là que je me suis aperçu que les apparences sont les mêmes, mais le rituel est différent. La signification du rituel est différente. Et quand on lit, par exemple, les travaux de Bastide, les religions africaines au Brésil, on voit comment ça se passe. Et quand on assiste à des démonstrations, on voit la différence. Ou bien quand, par exemple, on est au bord de la mer. J'étais, par exemple, à la plage de Rio. Où ils disent que nous avons été invités, le congrès a eu lieu de telle sorte qu'il coïncidait avec les fêtes de fin d'année. 31 décembre, 1er janvier. Alors, 31 décembre, évidemment, c'est le sommet des festivités. Et dans l'après-midi, on m'avait dit prêtez attention à ce qui va se passer. On m'avait dit regardez autour de vous. Dans l'après-midi, ça va commencer. Et effectivement, dans notre première surprise, alors j'ai prévenu les gens qui étaient avec moi. Ma femme m'accompagnait, ainsi que mes enfants. Je dis c'est le temps, on se prépare et on se rend à la plage, qui était juste en face. Et nous étions à l'hôtel Intercontinental. Mais notre grande surprise d'abord, c'était de voir que bien des gens qu'on pensait être des touristes à l'hôtel
étaient au fond des gens qui étaient venus là pour les cérémonies. Par exemple, il y avait des Argentins qui étaient là comme touristes. Il y avait des gens qui venaient un peu partout d'ailleurs, du Brésil. Puis tout le monde, ce qui était caractéristique, c'est que tout le monde était habillé, était vêtu de blanc, de la tête aux pieds. Et parce que 31 décembre, il y a de grandes cérémonies qui s'organisent autour de Yemanha. C'est la grande fête en l'honneur de la déesse Yemanha, qui est la déesse, la grande déesse là, au Brésil. Et puis, tout le monde se dirigeait vers la mer. Mais les gens ne partaient pas comme ça, les mains vides. Chaque petit groupe avait des cadeaux. Alors, je regardais qu'est-ce qu'il y avait dans les paniers. Il y avait des bouteilles de champagne, il y avait du vin, il y avait des gâteaux, il y avait des biscuits, toutes sortes de choses. De bonnes choses, à manger, à boire. Alors je les ai suivis, nous les avons suivis, arrivés sur la plage, tout de suite, il y avait certains qui creusaient des trous, et puis pour enterrer les offrandes, et puis il y en a d'autres qui s'embarquaient dans des petits bateaux, et puis qui allaient au loin sur la mer et offrir ces choses-là à Yemanha. Et plus la nuit tombait, là, et plus c'était féerique, parce que là, toutes les lumières s'allumaient, là, et il y avait des lampions sur tous les petits bateaux, et alors c'était un spectacle extraordinaire à la baie de Rio, et avec les gens qui portaient des offrandes de cérémonie. Ils ne se contentaient pas d'offrir des choses à la déesse, mais il y en a qui tombaient en transe. Alors qu'ils faisaient de bonnes transes, un peu sous le modèle de ce qu'ils avaient vu le matin ou bien le soir, durant les cérémonies de Macumba ou de Candomblé. C'était assez frappant.